Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition de la consultation populaire de la France Insoumise. On est aujourd'hui avec Guillaume Chaussemy, qui est le maire du Pont-Chrétien-Chabenay, qui est une petite commune de l'Indre. Donc Guillaume, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette consultation populaire, dont l'idée est de se nourrir des expériences des gens pour nourrir le programme de la France Insoumise et le préparer pour l'échéance de 2022 en l'améliorant à partir de ces expériences. Donc déjà Guillaume, peut-être que tu peux te présenter et dire aux gens qui tu es, et puis ensuite on te posera une série de questions pour alimenter ce programme justement. D'accord, merci Antoine, bonjour. Écoute, moi je suis Guillaume Chaussemy, donc j'ai 41 ans, je suis maire du Pont-Chrétien-Chabenay, j'ai toujours vécu ici. Je suis devenu maire du Pont-Chrétien parce que j'étais adjoint au mandat précédent. J'ai rejoint Pierre Fonfroy qui était mon prédécesseur, et puis avec l'équipe et plusieurs colistiers, on a décidé de, de reprendre la suite de Pierre Fonfroy qui avait 74 ans et qui quittait son mandat. On a décidé de faire ensemble, de reprendre la commune en essayant de faire participer au plus les citoyens. C'était vraiment la première des choses qu'on voulait mettre en place. Et puis voilà, continuer les projets qui étaient en cours et pourquoi pas essayer d'améliorer les choses. Enfin voilà, hein. Je pense que quand on s'engage pour ce genre de choses, c'est toujours pour faire bien. Donc c'est pour ça que je suis là. D'accord. Alors du coup, la ville du Pont-Chrétien, c'est combien d'habitants? Quelles sont les problématiques qui sont liées à une petite ville un village rural, quoi? C'est quoi les Alors, problématiques qui sont il y a rencontrées? 925 habitants, mais par contre, on fait que 9 km². C'est-à-dire qu'on est une commune en fait très dense, plus de 105 habitants D'accord. au kilomètre carré. Donc du coup, ça a des problématiques rurales, puisqu'on est dans la ruralité, dans l'Indre déjà, donc forcément ça aide pas. Mais on a également une différence, on va dire, de fonctionnement d'autres communes. Forcément, on a beaucoup de routes, beaucoup de rues. On a plus de 30% de logements sociaux dans cette commune, ce qui fait de nous une des communes qui a le plus de logements sociaux. On a pas mal d'emplois, hein, plus de 120 emplois sur la commune. Mais par contre, on est engoncé entre un gros pôle, Argenton et ses trois communes autour, qui fait près de 9000 habitants, et un autre chef-lieu de canton, Saint-Gautier. Voilà, ce qui fait qu'on a un lieu de passage, une commune, on va dire, dortoir de base, mais voilà, avec une jolie petite vie communale quand même un esprit de village encore. Voilà, mais on est une jeune commune aussi, on a que 100 ans. Donc, Ah ouais? forcément, ouais. Marrant. On s'est séparés C'est de marrant la parce commune. qu'il y a un. Enfin là, on est, les gens le voient pas, mais on est à l'intérieur de la mairie qui est un château, Ouais, en un fait. château du 15e siècle. Ouais. Ah, c'est le seul bâtiment ancien en réalité. C'est pas le seul bâtiment ancien du tout. Non. La commune est jeune parce que Vas-y, c'est vas-y. une anecdote. Hein, voilà, il n'y avait pas de cimetière à Pont-Chrétien-Chabenay il y a 100 ans. D'accord. Pont-Chrétien-Chabenay faisait partie de la commune de Saint-Marcel. Hein, Ouais. et Saint-Marcel, qui est elle, une commune qui a pratiquement 25 siècles, c'était Argenton-Magus, ça c'était le gros bourg du sud du département de l'Indre du temps des Romains. D'accord. Et les maires de Saint-Marcel, après la Révolution, n'ont jamais accepté de faire un cimetière au Pont-Cabanois. D'accord. Et puis c'était trop, parce que aller enterrer ses morts à 5 ou 6 km, c'est compliqué pour les gens. Et ils ont décidé de se prendre en main et ils ont décidé de se séparer de Saint-Marcel. Et le bourg du Pont-Chrétien-Chabenay est devenu une commune en 1912. À partir d'un cimetière. Pour avoir un cimetière. C'est incroyable. Et d'ailleurs, Mais c'est de l'auto-organisation le Pont-Chrétien est un bourg, Chabenay est un autre bourg, hein, qui sont pas très loin, il y a quelques centaines de mètres, et le cimetière a été fait entre les deux bourgs. D'accord. Mais en fait, c'est de l'auto-organisation des habitants qui, pour régler un problème concret. C'est l'instituteur qui avait pris les choses en main parce qu'il voyait bien les problématiques des habitants. Et c'était l'instituteur, il est devenu le premier maire de la commune. D'accord, ok. Bah, on est content au passage d'apprendre un petit bout d'histoire de la ville. Alors du coup, toi, ça fait 4 mois que tu as été élu maire. Oui. Tu l'as dit, tu participais avant à la majorité, donc ça te permet d'avoir une bonne expérience des problèmes qui sont rencontrés. Du coup, qu'est-ce qu'on rencontre comme problème dans une commune de 900 habitants? Qu'est-ce que les gens ont comme problème? Et aussi, est-ce que tu constates au cours de ces années un recul de l'État dans le monde rural ou pas? Alors oui, pour la dernière question, je peux dire oui, je le constate, mais c'est une problématique qui peut ne pas s'appliquer à ma commune. Voilà, vraiment, comme j'ai dit, on est entre deux communes, deux grosses communes, donc c'est vrai que les services de l'État sont malgré tout présents de manière très proche. À moins de 5 km, on a
tout ce qu'il faut pour les habitants. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a une autoroute gratuite qui nous permet d'aller à Châteauroux en moins de 20 minutes, à Limoges en moins de 50 minutes. C'est des choses qui permettent aux habitants d'être quand même plutôt bien relayés par rapport aux services de l'État. Mais par contre, je le vois autour de moi, je le vois Des pas collègues, pour ça. Les services de l'État, quand même, perdent de plus en plus. Je suis maire de ma commune, mais je suis également très engagé auprès du comité de défense de la gare d'Argenton. On s'est engagé avec Martine Yersinski, la présidente, pour défendre cette gare qui, en 4 mois, avait perdu 4 arrêts intercités, donc des directs Argenton-Paris, sans aucune concertation avec l'habitant, sans même prévenir les mairies, sans prévenir personne. Et on a dû s'organiser pour pouvoir récupérer ces arrêts. On a fait 14 stop-trains. Les stop-trains, c'est quand on arrête un train. Je sais, j'en ai fait avec toi. Et on a donc investi les rails, on a bloqué les trains et on a fait en sorte que Macron recule, parce que clairement, la SNCF, c'est l'État. Donc l'État, c'est le gouvernement. C'est Elisabeth Borne, la ministre. C'est Djebari, le ministre délégué. Mais c'était Elisabeth Borne, c'était Macron, et on a réussi à les faire reculer, puisqu'on a récupéré tous les trains qu'on avait perdus. C'est une lutte qui a été gagnée complètement, et aujourd'hui on continue. Plus sur les intercités, puisque on avait ce qu'il fallait, on nous les a enlevés, on a récupéré, maintenant on a ce qu'il faut, même si évidemment on aimerait toujours plus, mais on va dire qu'aujourd'hui, en termes de possibilités, en tout cas tant que la ligne n'est pas rénovée, la ligne POLT, on n'a pas besoin, mais on va essayer là désormais de faire en sorte que la ligne TER, les lignes Rémy pour la région centre, soit améliorée, avec la région centre, mais également avec la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a la dernière gare avant la région Nouvelle-Aquitaine quand on vient de Paris. La gare d'après, à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la souterraine. Voilà, donc et ça faisait partie des questions évidemment que je voulais te poser, parce que non mais c'est pas grave, parce que cette lutte, tu l'as dit, elle a été victorieuse. Comment on fait pour là, quand tu menais cette lutte là, tu n'étais pas encore maire du Pas du tout. Comment on fait pour créer des luttes comme ça, pour forger des collectifs aussi importants, parce que les gens ne le savent peut-être pas, ceux qui regarderont cette vidéo, mais dans une ville comme Argenton, où tu l'as dit, il y a sur le pôle, il y a 9000 habitants en gros, c'était des manifs qui rassemblaient 1500, 2000 personnes parfois, c'est des grosses manifestations, une grosse mobilisation populaire. Comment on fait pour créer cette volonté de lutte et d'emmener les gens vers une victoire comme ça? Déjà d'une, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour arrêter un train. Je le dis à tous, on a arrêté des trains à 30, ça s'est très bien passé et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui on a récupéré nos arrêts. Donc c'est pas un problème de nombre. La première chose d'abord, je fais un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est Martine Yersinski, je vous le dis tout de suite, c'est elle qui nous a contactés pour nous lancer. Elle m'a contacté en premier parce que j'étais l'animateur du groupe d'action de la France Insoumise d'Argenton. Elle m'avait déjà vu dans le train, donc elle se disait que j'étais utilisateur du train, ce qui était le cas, ce qui n'était plus d'ailleurs au moment où elle m'a appelé, et où elle me dit, mais on n'a plus les arrêts, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi je lui ai dit, écoute, la première des choses, c'est savoir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette problématique. On était un vendredi soir, je lui ai dit, demain il y a le marché, on y va tous les deux. Elle a invité 2 copines, on est parti à 3, 4 dans le marché, avec des feuilles de pétition faites en Word la veille. On a signé pratiquement 150 pétitions pour récupérer les arrêts de train à la gare d'Argenton, et on a décidé de la mettre sur Internet. Une semaine après, il y avait 500 pétitionnaires. Un mois après, on était 5000. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 à 16 000 pétitionnaires pour la défense de la gare d'Argenton. On a fait une première AG 2 mois après environ. On était 250 dans la salle des fêtes d'Argenton-sur-Creuse. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on était convaincus. On savait que le combat était juste. Et voilà. Et on a réussi à avancer pour ça. On a eu le soutien un peu des élus, pas beaucoup. De certains, il y en a certains qui se sont bien impliqués. Voilà, il y en a beaucoup qui sont venus se montrer sans faire grand-chose. D'accord. Voilà. Alors c'est pas pour ça que je suis devenu élu après. Je suis devenu élu parce que j'ai envie de défendre ma commune et j'ai envie de faire en sorte que tout se passe bien pour elle. Mais ouais, Martine Srelad dirait, faudrait qu'il s'implique un peu plus. D'accord. Qu'il se batte un peu plus quand même.
Ça, j'espère que le message passera. Ouais. Alors, c'est quoi le quotidien d'un maire de village comme le Pont Chrétien? Alors au Pont Chrétien, déjà, il y a deux pôles importants, puisque je veux dire, la première des choses, c'est qu'on a des choses à faire. D'abord, j'accueille une école avec 120 enfants dedans. Donc, dans cette école, il faut des employés pour accompagner les professeurs, il faut une cantine, il faut tout ça. Donc ça, c'est un boulot important de gestion du personnel, et de faire en sorte qu'il ne manque rien pour les enfants, rien pour que tout se passe bien. On a également une équipe de voirie qu'il faut suivre au jour le jour, de manière à ce que, évidemment, la commune soit en sécurité d'abord. C'est la sécurité la priorité, et puis ensuite, évidemment, on essaie de faire de l'embellissement, on essaie de faire des choses. Ça, c'est la base, c'est vraiment travailler là-dessus. Évidemment, la gestion financière et monter des projets, parce que sans projet, on n'avance pas. Sans projet, on fait rien, on s'encroute. J'ai pas envie qu'on s'encroute ici. Alors, on a pas mal de projets. On souhaite aménager un parc familial où les gens puissent se sentir bien et venir participer, qui était l'ancien camping. On souhaite également déjà fleurir la commune, faire des choses intéressante. On va aider le club de foot à avoir une salle sécurisée au rez-de-chaussée, parce qu'aujourd'hui ils ont une salle où ils font faire le goûter aux enfants à l'étage, donc ça m'embête. J'ai peur qu'il y ait un accident, et je souhaite et eux aussi souhaitent avoir une pièce au rez-de-chaussée, donc on va l'aménager pour eux. Voilà, on va faire participer les habitants. Malheureusement, le Covid ne met pas du tout là-dessus. C'est très compliqué de réunir les gens. On fait des choses. On essaye de répondre aussi aux problématiques des habitants, parce que je te donne un exemple. Cet été, l'épicerie du village et la boulangerie du village ont décidé de fermer en même temps, n'ont pas pu s'arranger. Ça peut arriver, ils ont pris des vacances, et puis je pense qu'avec le printemps qu'ils avaient passé, c'était très compliqué d'arriver à s'accorder. Et donc, du coup, on a décidé de faire une boulangerie solidaire, et avec les associations de la commune, on s'est réunis. On a décidé de vendre du pain, on a monté une ramée sur la place, on a acheté du pain à la boulangerie de la commune d'à côté, qui nous a fait une réduction et qui nous a permis de vendre le pain au prix qu'il était vendu avant. Mais il n'y a pas un habitant qui a eu à faire 10 km, 20 km pour acheter son pain. Et on avait quand même une grosse partie de la population, particulièrement âgée, qui avait pas envie d'aller dans les supermarchés, parce que le plus simple, c'est le supermarché, c'est à côté, et on leur a rendu ce service. Tout le monde était très content. Ça a dégagé de l'argent, 250 € qu'on a pu reverser à la coopérative scolaire, et qui a permis aux enfants d'acheter des abonnements de livres, de lecture pour toute l'année. Mais ça, c'est la suite de l'histoire, parce que moi, je savais la partie où toi, t'étais allé vendre toi-même le pain. Ouais, c'est vrai, j'ai fait vendeur de pain. Tu l'as fait toi aussi. Il y a eu, ça a donné lieu à des petits articles dans la presse quotidienne locale. Ouais. Mais on n'avait pas la suite de l'histoire, à savoir que les bénéfices en plus étaient reversés à l'association de. Voilà. Bon, on a fait ça ce matin, le chèque à l'école, et ils avaient déjà tout préparé avec les professeurs pour décider ce qu'ils allaient faire. C'est chouette, c'est chouette. Ah ouais. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne d'avoir un maire, quand on fait les choses ensemble, quand on décide ensemble, quand on s'organise pour faire les choses bien pour les gens, ça. Franchement, on se loupe jamais. C'est bête, mais on se loupe jamais. Il suffit qu'on arrive à se dire, j'ai telle problématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, tu l'avais fait pendant ta campagne Châteauroux Citoyen, en allant voir les gens et en allant, quand ils avaient des problématiques, tout faire pour arriver à les accorder tout de suite si on le pouvait. Là, c'est la même chose. Vous avez une problématique, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de l'arranger? On y va. On essaie de faire là. C'était possible. On réussira peut-être pas toujours, mais dès qu'on peut, on le fera. Tu as parlé du coronavirus et de son impact dans la gestion d'une commune. Toi, tu as agi très concrètement en donnant à disposition des masques pour les enfants pour les jeunes, de la commune. Comment tu as organisé ça? Pourquoi ça te semblait important qu'une mairie donne les masques? Comment tu as organisé ça? En gros, comment ça s'est passé? C'est pas compliqué. J'étais aux amphis cet été, comme pas mal d'insoumis, donc j'ai été voir comment ça se passait. J'ai fait une formation d'élu là-bas, et en revenant des amphis, j'ai écouté la radio et j'ai entendu un expert, toujours nos bons experts, mais celui-là il disait pas de conneries. Il expliquait bien que non, mais clairement il a expliqué qu'une famille de 4 personnes, des masques jetables pour un mois, c'était 200 €, et si on obligeait les élèves de collège et de lycée à aller et les étudiants, parce qu'il faut pas oublier les étudiants, parce qu'en plus eux ils ont pas de moyens, s'ils ont pas les parents ils ont aucun moyen, les étudiants. On allait démultiplier les coûts, les charges
charges pour les parents. Et il disait, lui, qu'il fallait que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Je suis tout à fait d'accord avec cette manière de voir les choses, puisqu'on était dans une problématique santé. La sécurité sociale a été faite pour ça, et ça me semblait très logique que ce soit gratuit et remboursé par la sécurité sociale. Et je me suis dit, moi, dans la voiture, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour compenser ça? Le conseil départemental nous avait envoyé des masques. On en avait quelques-uns qui avaient été faits par des associations solidaires. En particulier ici, c'était la Croix-Rouge avec une association. Ils avaient créé une association à Argenton, les masques du cœur, et ils nous en avaient également livré. J'avais un stock de masques qui me semblait suffisant pour en donner au moins 2 ou 3. Je sais plus combien. J'ai donné 3 masques, je crois, par collégien, par lycéen et par étudiant pour pouvoir répondre à la question. J'avais estimé à 40 et j'ai eu 40 pile. De personnes qui ont fait la demande. On a donné 40 kits de 3 masques à des familles. Il y a même des familles qui sont venues disant que c'était compliqué, donc on en a donné quelques-uns parce que ça coûte, quoi, c'est pas rien. Donc toi, les masques, c'est pas rien, ça coûte du fric. Toi, il y a des gens qui t'ont dit, moi, si vous faisiez pas ça, j'ai pas les masques, en gros, j'ai pas les moyens d'acheter, et donc si vous pouvez m'en donner un peu plus. Au début, on me l'a pas dit. On va dire de mensonge, on me l'a pas dit. Mais par contre, il y a des gens qui sont venus. Après, des gens à qui on avait déjà donné le kit de masques, en me demandant s'ils pouvaient en avoir d'autres, parce que là, ils pouvaient pas les acheter pour les enfants, ils pouvaient pas les renouveler. Parce qu'un masque, même lavable, c'est lavable 20 fois, c'est lavable 50 fois, mais c'est pas du dame. Et clairement, en plus, c'est important, puisque qu'est-ce qui risque? C'est ce qu'on voit partout. Regardez dans les supermarchés, quand vous croisez les gens, regardez les masques tout chiffonnés, bleus qu'ils ont sur le nez. C'est pas un masque qui a été pris le matin pour la matinée ou pour l'après-midi. C'est un masque qui traîne depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans la voiture, parce que les gens, ils ont pas les moyens de s'en acheter. C'est pas rien. C'est parce qu'ils ont pas les moyens de s'en acheter. C'est clair. Alors, j'ai d'autres questions autour de la commune, parce que là, on a passé sur des actions concrètes. Moi, je voulais te poser des questions sur les actions concrètes à la fin, mais ça aussi permet de voir que tu es une personne qui fait du concret, quoi. Franchement, je le dis clairement, s'engager sans rien faire, c'est pas la peine de s'engager, restez chez vous. Il y a des trucs à la télé bien débiles, regardez-les, il n'y a pas de souci. Du coup, dans la question des communes, je t'ai posé tout à l'heure une question sur l'État. Il y a des dotations de l'État qui sont faites. Est-ce que tu estimes qu'elles sont suffisantes pour les communes, ou est-ce que tu penses qu'elles devraient être plus importantes pour des communes? Je ne sais pas si c'est une question qui se pose aux Pont-Chrétien ou pas, mais il y a beaucoup de maires qui se plaignent du fait que les dotations sont trop faibles pour faire les missions qui sont les leurs. Clairement, l'État nous renvoie de plus en plus de missions, et ce qui fait que les dotations qui nous sont données sont globalement toujours les mêmes, mais pour faire de plus en plus de choses. Donc forcément, c'est très compliqué. On a eu des épisodes très durs qui a été l'étape avec les écoles, où on a demandé aux mairies de tout prendre en charge, les activités périscolaires après l'école. Alors, j'étais pas maire, mais je l'ai vu autour. Ça coûtait une part du budget disponible de fonctionnement qui était énorme. Plus d'un tiers du budget disponible de fonctionnement. Donc, pour faire ça. Tout ce qui n'était pas prévu, on va dire, de manière concrète, il y avait déjà un tiers qui était parti. Donc derrière, tu faisais plus que 2 tiers des choses que tu pouvais faire. Donc ça, c'était compliqué. Les tapes se sont arrêtées désormais, mais je sais que l'État libéral et Macron et tous ceux qui lui ressemblent voudront continuer à le faire. Ils ont bien envie que le sport, ça repasse à la charge des communes et autres. Voilà. Surtout qu'en plus, les activités périscolaires et tout ça, c'est totalement inégalitaire pour les jeunes. Voilà. L'école de la République, c'est tous la même chose. Pourquoi tu dis que c'est inégalitaire? Parce que ça dépend ce qu'on a en fonction de la commune dans laquelle on est, c'est ça? Plus on a de dotation, plus on est dans une commune qui a de l'argent, et puis forcément plus on peut proposer des activités périscolaires. Il y a des communes de l'Indre, où des amis à moi ont des enfants, il y avait poney, il y avait aéromodélisme. Ici, ils ont fait des dessins, je tiens à le dire. Il n'y avait pas les moyens de faire autre chose que faire un cours d'artistique. On a fait venir un prof de musique, mais on n'avait pas les moyens de faire plus. Donc, faut comparer. Les jeunes des communes riches, ils ont vraiment vu ce que c'était une activité périscolaire culturelle. Ils ont peut-être vu aussi des gens, des professeurs qui ont pu leur faire apprendre des choses. Pour une petite commune qui n'a pas les moyens, ce n'est pas possible. Voilà.
Bon, après, je passe sur le fait que la dotation de solidarité rurale est moitié moindre que les dotations pour les communes urbaines, que la dotation globale de fonctionnement, elle aussi, est un peu orientée de manière rurale, un peu plus faible que pour les communes urbaines. Enfin voilà, tout ça, c'est important. Moi, je suis pour quand tu es monté à la mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Égalité, ça n'existe pas en ce qui concerne les dotations de l'État vis-à-vis des communes. Aujourd'hui, un rural, c'est un demi-urbain, c'est une honte, clairement. Et je vois assez peu de personnes dire les choses. Quand on sait qu'il n'y a pas qu'en plus, chez nous, c'est difficile d'avoir des services publics, malgré tout, en particularité. Je disais, moi, ça va, parce qu'on est bien entouré, ouais. Mais j'ai des communes à 30 km d'ici, ils ont les mêmes accès aux services publics que moi. C'est-à-dire eux, ils les font les 30 km aller-retour. C'est très très compliqué. Ouais, donc, faut pas penser qu'à nous. Forcément, si je regarde de mon prisme personnel, tu veux dire que les ponts cabanois, ils n'ont pas trop de problèmes. La position de ta commune fait qu'il y a des problèmes en moins qui se posent et qui peuvent se poser chez d'autres. Complètement. Bien sûr. Complètement. Question un peu, du coup, là, on entre dans le concret du programme de la France Insoumise. Il y a une des propositions de la France Insoumise qui est centrale, c'est la 6ème République. Et je sais que ça fait aussi partie des questions qui sont centrales pour toi personnellement et qui t'ont poussé à rejoindre la France Insoumise. Comment tu vois, toi, en tant qu'élu local, je sais y compris que tu fais des choses dans ce domaine-là, mais comment tu vois le rôle des communes à l'intérieur de ce travail constituant? Qu'est-ce que pourraient faire les communes à la fois pour préparer le travail constituant et puis dans la 6ème République, quel pourrait être le rôle des communes à ton avis? Et puis aussi, toi, qu'est-ce que tu fais au niveau, étant élu maire, je sais que... je vais commencer par moi, ça sera plus facile par moi ou par ma commune et mon équipe municipale, parce que il ne faut pas penser qu'on n'est qu'un, alors, surtout pas, au contraire, c'est vraiment un travail partagé, un travail vraiment d'entraide et de soutien mutuel, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, on est obligé de demander à des gens de nous soutenir et de faire des choses pour nous, donc c'est important de penser à nos colistiers. Alors nous, ce qu'on souhaite faire, c'est ouvrir les commissions municipales, celles qu'on peut ouvrir. C'est important. Je l'avais déjà fait en tant qu'adjoint, parce que comme j'étais adjoint au maire, j'avais des commissions que j'organisais. Ces commissions, je les avais ouvertes. La commission associative, c'est-à-dire que c'était plus que des élus qui décidaient. On a fait venir tous les présidents d'associations avec nous à cette commission, et ensemble, on a mis en place des choses. Donc ça, c'était quand même hyper positif, parce que ça a permis aussi aux associations de se parler, de faire ensemble, et des projets. Et le projet du pain solidaire, c'est une idée des associations. Mais il se fait pas sans ça. D'accord. Il se fait pas sans qu'ils discutent. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de régime municipal dans ma commune. Il n'y a pas d'argent liquide. C'est quelque chose qu'on a enlevé complètement pour enlever le poids qu'il y a pour les employés communaux. Parce que c'est important, c'est un poids pour les employés communaux de gérer l'argent aussi. Et comme il n'y a pas de régime municipal, on peut pas récupérer de l'argent, nous, les communes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux associations de s'associer pour vendre le pain. Il y a une association support qui a pris l'argent, et ensemble, elles se sont partagées les jours de vente pour arriver à le vendre. Et si ce travail de se rencontrer, de savoir qui on est, d'avoir chacun les numéros de téléphone, de décider ensemble de quand est-ce qu'on se partage la salle des fêtes tout bêtement, de quand est-ce qu'on fait une manifestation pas le même jour que les autres, ça fait que le jour où on leur dit filez-nous un coup de main, là pendant 15 jours on a besoin d'un binôme pour vendre du pain, ça se fait naturellement tout de suite. Et ça c'est un boulot important. Donc on l'a fait pour pas mal d'autres choses, et là ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir ouvrir les commissions, ouvrir les groupes de travail pour les projets, un nombre de choses, commission communale qui prend des décisions, groupe de travail qui travaille pour les projets, et évidemment voilà, essayer de maximum de personnes puissent participer à faire, et pas juste participer à une réunion bilan, on regarde des beaux graphiques et on dit ouais c'est super et on s'en va. Non, l'idée c'est on vient et on met la main à la pâte, on donne son idée, moi je verrai bien ça, je ferai bien ça, etc. Et du coup, dans les communes en tant que telles, en tant que entité dans le cadre du processus constituant, alors je sais là, ça n'a rien à voir. C'est différent. Voilà, si admettons, arrive au pouvoir quelqu'un qui propose la 6ème République, au hasard un insoumis, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la commune pour travailler à ce processus constituant ? Je le dis, aujourd'hui, il n'y a qu'un insoumis qui le fera. Il faut être clair dans les choses. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. On n'aura personne d'autre qui le proposera. Ils sont tous pour la République des experts. Ils sont tous assez censitaires. Mais
moi, je pense que les communes ont un intérêt particulier parce que c'est elles qui sont le plus proches des habitants, c'est elles qui sont le plus proches des choses. Et je crois que ça peut être une bonne entrée, un bon outil pour commencer justement à créer ce travail. Voilà. Il y a des communes rurales, moi je suis dans une commune rurale, il y a des communes urbaines, elles ont des visions différentes complètement des choses. Il y a des communes qui sont côtières, il y a des communes qui sont en montagne, il y a des communes partout. Vraiment, on a dans l'échelle des communes vraiment une vision du territoire pluriel qui permet de pouvoir aussi faire en sorte que cette constituante, parce que ça c'est ce que je pense fortement, c'est cette constituante qui créera la fraternité. Et ça, sans cette constituante, on n'arrivera pas à faire un code de la route commun qui serait cette 6e République et qui permettra à chacun de se retrouver dans cette République et dans cette constitution qu'on créera ensemble. Pour créer une constitution ensemble, faut qu'on discute tous, qu'on dise vraiment ce qu'on a sur les choses et que chaque commune puisse travailler de son côté. Et puis, forcément, une constituante, ça se fait aujourd'hui en assemblée. Peut-être que ça se fera pas comme ça, de toute façon ce sera aussi à décider et à voir comment ça se fera, mais je pense qu'une assemblée ce serait bien et chaque personne, chaque constituant qui serait représentant des communes et des travaux de constitution dans les communes permettrait de remonter ces informations et ferait en sorte que leur rôle n'étant pas de décider, mais bien de remonter les informations de chaque groupe de travail. Alors on peut le dire des communes, parce que les communes c'est clair, il y en a 35 000 en France, donc il y a aujourd'hui un éventail intéressant à remonter, mais bon, ça peut se faire aussi par territoire, ça peut se faire. Mais je pense que plus on est proche et puis plus on aura la vérité des choses. C'est l'inverse de ce qu'essaye de faire parfois l'État, c'est-à-dire de remonter les responsabilités, de mettre les personnes qui font le plus loin possible pour éviter d'être à portée de baffe. Mais c'est ça, hein. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais il y a aussi beaucoup de choses. Sur ce qu'on appelle l'intercommunalité, où ça éloigne beaucoup souvent la décision des gens, peut-être particulièrement dans les communes, les grosses villes, les grosses communes urbaines. Il y a une différence entre l'intercommunalité et ce qui est décidé par exemple en département ou en région. On peut pas comparer. Parce que le problème de l'intercommunalité, c'est qu'on croit que c'est encore de la décision du maire alors que ça ne l'est plus. Ça, c'est un gros problème pour le maire, parce que lui se retrouve face à des problèmes, l'environnement, les ordures ménagères, la culture, c'est même plus lui qui la décide dans sa commune. Il peut faire des choses, mais aujourd'hui, la compétence, elle est à l'intercommunalité. Pas mal de choses remontent à l'intercommunalité. Elle est importante parce qu'on est obligé, si on veut, on a un centre aquatique sur notre intercommunalité, c'est quand même intéressant que ça puisse bénéficier à toutes les communes de l'intercommunalité. Voilà, ça c'est quelque chose. Si chaque commune commence à faire pousser sa piscine, si tout le monde a sa piscine, la terre elle sera plus là. Enfin, l'eau, on sait que c'est important. Je vais te poser des questions sur l'eau. On y vient. On poser des questions sur l'eau, mais c'est important d'arriver aussi à faire des choses ensemble. Voilà. Moi, le problème de l'intercommunalité, c'est sa façon démocratique d'être élu qui est mon problème. Voilà. De toute façon, dans les élections, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je suis pour une 6e République. Voilà. Je suis contre les élections à la majorité. Soyez contre les élections à la majorité. C'est-à-dire des élections... Les élections à majorité à 2 tours. D'accord. Parce que les élections à la majorité, c'est au premier tour le cœur, au second tour la raison. Le problème, c'est que la raison, elle peut pas parler avec le cœur. Et on se retrouve toujours avec le moins mauvais. Voilà. Donc si on a la proportionnelle, la proportionnelle en un tour, ça sera très bien. On votera que pour le cœur, ça sera très mieux. D'accord, ok. Bon, ça fait partie des propositions pour la 6e République, mais y compris ça peut se penser à plein de niveaux. T'en veux une autre proposition pour la 6e République? Je souhaite qu'elle ait une date de péremption. Je pense que c'est pas une génération de choisir pour les générations suivantes. Je pense qu'il faut une République et une constituante par génération. Donc tu lui mets une durée dans le temps et on revoit et on refait une... Et c'est prévu. Dans 20 ans, on se revoit et on refait une constitution, parce que les choses, quand on voit la révolution numérique d'aujourd'hui, comment on peut penser qu'en 1958, on ait pensé la France de 2020? C'est impossible. Bien sûr. C'est impossible. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est... Et je pense que c'est... soyons responsables de notre génération déjà, et la suivante fera le travail. Mais de fait, la 5e République, en réalité, elle a été modifiée plein de fois. C'est juste qu'on nous a jamais demandé, on n'a jamais demandé l'avis du... Je sais plus combien de fois, 24, je crois, 23, sans vote. Et la seule fois où la gauche aurait pu le faire, sans demander l'avis à la droite de pouvoir le faire, il l'a pas fait. Oui.
Incroyable, on a eu la loi travail, la déchéance de nationalité et la loi de modernisation de l'élection du président de la République. C'est qu'il y en a qui s'appellent gauche et qui sont qui ont un peu perdu. Du coup, il me reste 2 grandes questions, puisque tu as répondu à celle que je prévoyais de te poser sur quoi à la fin. Une sur la bifurcation écologique et une sur l'eau, évidemment. On va peut-être commencer par l'eau, étant donné que tu en as parlé. L'eau, c'est une compétence communale qui est parfois gérée en public, parfois gérée en privé. Tu le sais, nous, on propose que tout ce qui a trait à l'eau, qu'on considère comme un bien commun, soit géré par le public. Qu'est-ce que tu penses de cette mesure ? Est-ce que c'est le cas au Pont-Chrétien ou pas ? Et si tu y es favorable, comment tu vois que les communes puissent mettre ça en place ? Est-ce qu'il faut le soutien de l'État ? Est-ce que les communes ont déjà les compétences pour le faire ? Comment on reprend le contrôle sur l'eau si on veut le faire au niveau de la commune ? Ce qui est important à savoir, c'est que pour l'eau, déjà il y a deux grands systèmes pour l'eau. Il y a la livraison de l'eau, l'eau potable qui vient à notre robinet, et il y a l'assainissement de l'eau, avant la maison, après la maison. Voilà. Alors pour l'assainissement, nous on est en régie publique, ça a toujours été en régie publique dans la commune, on a notre propre station d'épuration, on a notre propre personnel communal qui le fait, mais on est tout seul pour l'assainissement, alors que pour l'eau, là par contre, c'est un syndicat mixte qui regroupe 5 communes, voilà, et je sais pas depuis combien de temps, parce que je me suis pas penché dessus, je tiens à le dire, mais on est en délégation de service public avec Veolia qui a cette eau, cette délégation de service public qui est encore bonne jusqu'en 2023. Donc si on a l'élection d'un insoumis en 2022, logiquement, on pourra passer en régie sur ce syndicat mixte. C'est important parce que c'est pas obligatoirement communal. Oui. Il y a des syndicats mixtes qui peuvent être de 100 communes pour l'euro. C'est important. Il y a des communautés d'agglomération complètes qui gèrent l'eau et des fois des syndicats mixtes. Je sais pas comment c'est à Paris, mais c'est peut-être des millions d'abonnés. Donc ça, c'est important à faire. Donc nous ici, on n'a pas 1 million d'abonnés. Je pense que notre syndicat regroupe environ 2500 habitants. Donc c'est pas grand chose. Et mais oui, on a la compétence parce que de toute façon, si on enlève la délégation de service public, les employés de chez Veolia, il faut bien qu'ils travaillent quelque part. Donc ces compétences-là partiront pas. Et en plus, on sera maître de nos projets, on sera maître de nos investissements. On fera pas de marge puisque c'est pas notre travail de faire de la marge. On fera pas de publicité, on fera pas tout ça. Toi, ça te semble une bonne mesure du coup que ça repasse partout en public. Ah, mais c'est pas que c'est une bonne mesure, c'est que c'est indispensable. Mais alors, pas que pour l'eau, pour tout. Moi, je pense que tous les domaines, il y a énormément de domaines où on doit repasser en service public. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire nous-mêmes. Bien sûr. Dernière question du coup, et après je te laisserai un temps plus libre pour ajouter ce que tu veux. Il y a aussi une proposition très centrale dans l'avenir en commun qui est la question de la bifurcation écologique. Et souvent quand Jean-Luc Mélenchon en parle, il parle de l'importance d'étudier ça au niveau communal justement pour qu'on planifie au niveau de l'État, mais à partir de remontées du niveau de la commune. Est-ce que pour toi, la commune est le bon échelon pour faire ce type de remontée? Comment on pourrait faire passer des informations sur la bifurcation écologique? Quel pourrait être le rôle des maires et des conseils municipaux dans cette bifurcation écologique pour faire remonter des infos? Est-ce qu'il y a des problèmes que tu constates, j'en sais rien, liés à l'écologie, des choses comme ça? Bon, après, dans une commune très rurale, c'est peut-être... Après, il y a peut-être des questions sur l'agriculture, des choses comme ça qui peuvent être... Oui, il y a des choses, mais je pense quand même... Moi, personnellement, je pense que les grandes décisions doivent venir de l'État par rapport à l'écologie. Il n'y a pas à faire... quand la France Insoumise propose la règle verte, il faut aussi proposer un code pour les communes pour arriver à l'appliquer. Dans toutes les décisions, on essaye de se dire entre nous, est-ce qu'on fait bien pour la nature? Et on n'est pas toujours en position de répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens. On nous le donne pas. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de choses bien qui se font. Parce qu'il faut pas oublier, il y a quand même énormément de choses qui se sont énormément améliorées. Faut encore le faire encore plus et surtout arriver à l'appliquer.
parce que les règles existent. On a une loi sur les pesticides qui aujourd'hui évite de mettre des pesticides dans les rues. Hein. Par exemple, nous, en tant que commune, on ne met pas de pesticides dans les rues, c'est interdit. On a signé également une charte zéro pesticide en 2015, mais par contre, on n'a pas de solution facile, on a peu de solutions subventionnées, j'ai dit peu, je ne dis pas, pour par exemple des endroits qui sont très compliqués à entretenir. J'ai un terrain de pétanque, voilà, c'est très compliqué à désherber à la main, même en achetant du matériel, même en s'investissant. Nous, on le désherbe juste avant la saison et on le refait pas une deuxième fois, sinon les personnels ils vont y passer un temps fou pour 300 mètres carrés de terrain de pétanque. Et c'est pas le but. Alors, le but, c'est quand même de faire le reste aussi du travail. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux en donner un autre aujourd'hui. Il y a très peu de solutions de traitement des déchets verts. Ouais. Pratiquement tous les endroits qu'on peut nous proposer sont pas légaux en vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de compostage, il n'y a pas de solution de broyage, il n'y a pas de solution qui sont prêts. Pardon. On est obligé de le faire. On est obligé de le faire nous-mêmes. Donc, et là, il y aurait besoin qu'il y ait un travail beaucoup plus global qui puisse permettre aux communes d'accueillir les déchets verts, de le traiter et de pourquoi pas le valoriser éventuellement. Eh ben oui, donner du compost, donner du broyage ou le vendre. Enfin, j'en sais rien. Comment est-ce que nous on le fait? Je préfère. Donc toi, tu vois ça. Mais ça, c'est ma manière de voir les choses. Mais en tout cas, faire en sorte que les gens puissent avoir ça. Donc toi, tu vois ça plus comme l'État doit avoir un rôle pour donner aux communes à la fois un cadre et des moyens pour participer à cette bifurcation écologique. Oui, et puis je pense je pense aussi que tout ce qui a trait à l'écologie, tout ce qui a trait aussi à l'auto-organisation, l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on puisse donner des moyens et qu'on puisse ouvrir les gens à y arriver. Il y a beaucoup de choses, mais il faut encore continuer. Moi, j'ai qu'un souhait. J'aimerais que quelqu'un vienne s'installer ici. J'ai un bâtiment avec 2 fois 500 mètres carrés de terrain contigu. Un couple vient s'installer, il plante des fleurs, il plante des légumes, les fleurs fleurissent la commune, les légumes sont utilisés pour la cantine des enfants, et on fait vraiment un cercle vertueux, et on fait des choses ensemble, et tous les déchets verts, on les composte, et puis ils les utilise pour faire pousser, et tout ça, je suis persuadé qu'on arrivera à faire des choses comme ça. Et ça, pour le coup, c'est typiquement un rôle de la commune. La commune peut être le maître d'œuvre, enfin, entre guillemets, de ce type de travail. C'est ce que je vais essayer de faire. Ok, d'accord, c'est cool. Voilà. Toi, tu commences la bifurcation écologique avant même. C'est un projet. C'est chouette. On construit un groupe scolaire tout neuf, là en ce moment, qui a été décidé par l'équipe précédente. Donc l'ancien groupe scolaire va être disponible, ça fait du foncier, on va pouvoir faire venir les associations, faire des salles de réunion, avoir une bibliothèque, avoir quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment. Et là où c'était, c'est cet endroit avec ces 2 terrains de 500 mètres carrés. Et quand on aura donc le foncier disponible et qu'on aura tout organisé à côté, j'espère bien qu'on ait quelqu'un qui a envie de s'investir dans ce projet. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Bon, voilà, tu donnes un exemple concret de ce que peuvent faire les communes. Du coup, dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités et qui te semblent importants, des points du programme de la France Insoumise peut-être, où tu te dis il faudrait que ça soit changé, modifié, amélioré sur certains points, ou pas? Moi, je pense surtout qu'il faut qu'on se fasse confiance, qu'on arrête de croire que c'est parce qu'ils l'ont dit et parce qu'ils sont aux manettes que c'est eux qui ont raison. Je pense qu'il faut que les gens se prennent en main et puis qu'on y aille et qu'on décide faut qu'on en parle aux gens à qui on a confiance. Ah tiens, tu fais ça, j'aimerais bien faire comme toi, comment on fait, qu'on essaie d'un petit peu d'avancer sur les choses. Par rapport au programme de la France Insoumise, je pense que déjà il faudrait le lire. Il faudrait un petit peu s'en emparer, regarder un peu les choses. Je suis pas d'accord avec tout, mais je suis assez d'accord pour le défendre. Donc c'est ce qui me va bien. Et surtout, essayons de le faire gagner. Parce que je le rappelle, la 5e République, c'est ça qu'il faut changer. C'est la première chose à changer. Avec la 5e République, avec cette République privatisée, à mon sens, on n'arrivera pas à faire la bifurcation écologique, on n'arrivera pas à faire en sorte qu'il y ait la fraternité partout et l'égalité entre les gens, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait un nouveau code de la route démocratique et qu'on fasse en sorte d'être égaux, que toi, moi, tous les autres qui sont là, et ils puissent avoir les mêmes droits, les mêmes règles,
Et avec la Ve République, on n'y arrivera pas parce qu'on privatise toujours les choses. Ok, bah écoute, ça me semble un super mot de la fin. Merci. Donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cet audit citoyen et merci de nous avoir du coup reçus dans cette belle mairie du Pont Chrétien, Châtenay. Merci Guillaume.